On en vient à présent, Édouard Philippe, on en vient à l'heure du débat. Celui qui nous rejoint à présent est considéré par les Français comme votre opposant numéro 1, député de Marseille, chef de file de la France insoumise. Et hasard surprenant, vous aviez fait il y a quelques années son portrait dans la revue Charles. Oui, vous aviez fait le portrait de Jean-Luc Mélenchon dans la revue Charles et vous écriviez « Je suis de droite, il veut donc voir ma tête fichée sur une pique, au sens imagé, j'entends. Enfin, j'espère, ajoutiez-vous. On va le voir, nous accueillons tout de suite Édouard Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Édouard Mélenchon. Entrez ici, Édouard Mélenchon. Parmi le cortège des ombres. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. Merci. Bienvenue à vous, bienvenue dans l'émission politique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Mélenchon. Le Premier ministre vous écoute. Eh oui, c'est dommage, ça va être un peu court. Mais on va essayer d'aller à l'essentiel de ce que je crois important de vous dire. Vous êtes le Premier ministre et on vous a entendu tout à l'heure dire ce que vous aviez à dire sur les précautions qu'il faut prendre pour les gens qui sont partis avec leur argent et ont quitté la patrie. Moi, je veux me faire l'écho devant vous de cette France immense, travailleuse, dévouée, et une France qui souffre. Et la souffrance, monsieur le Premier ministre, se répand partout, et c'est pas juste. Et les gens ont le sentiment, et pas que le sentiment, que ça va aller encore moins bien pour eux. D'abord, vous venez de bricoler le code du travail dans des conditions telles que les salariés dans les entreprises ne sont plus sous la protection de la loi, mais abandonnés à un rapport de force qu'ils ne peuvent pas contrôler. Non. Mais surtout, vous présentez un budget, c'est là-dessus que je veux venir. Et je crois que vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas écoutable. Quand il y a 9 millions de pauvres dans un pays, monsieur Édouard Philippe, on ne peut pas entendre qu'on va donner encore 4 milliards à ceux qui ont déjà tout. Quand vous avez un quart des Français qui ne se soignent pas parce que c'est trop cher, on ne peut pas entendre qu'on va baisser le budget de la santé d'encore 4 milliards, alors que le personnel vous dit qu'il n'en peut plus, que l'hôpital ne tient plus que par le dévouement des gens qui sont là. Quand vous avez 2 millions de personnes qui attendent des fois depuis 10 ans pour avoir, pas un château, une HLM, pour pouvoir vivre juste dignement, c'est pas à des milliers des cents, on ne peut pas entendre que c'est l'année où vous baissez le budget de la construction, et où en plus, vous allez quasiment ruiner ces HLM. Ben, écoutez, c'est ce qu'ils disent. Ils ont hué votre ministre. Alors, c'est pour dire. Ces gens-là, quand même, c'est pas des excités. Et pour tout, c'est comme ça. Par exemple, vous avez décidé d'enlever la taxe sur les hauts salaires des banques et des assurances. D'accord ? Ah, il y en a pour 100 millions pour cela. Et puis après, on passe avec un petit râteau dans chaque poche pour aller tirer dans les poches 11 € à chaque compte épargne de chaque Français dans le pays. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, je comprends bien, mais enfin voilà, il y en a, ils partent avec l'argent, il vaut mieux qu'ils restent ici. Mais il n'y a pas besoin, monsieur. Vous n'avez qu'à faire un impôt universel et tout le monde paiera, où qu'il soit dans le monde. Et pourquoi les revenus du capital, monsieur Philippe, pourquoi les revenus du capital seraient-ils taxés différemment de ceux des revenus du travail ? Le revenu du travail, ça au moins c'est une production. Pourquoi ça serait différent ? Pourquoi il n'y a pas 14 tranches d'impôts pour que tout le monde paye ? Tout le monde doit payer à proportion de ses moyens. Voilà comment moi je me représente les choses. Je pense que, je sais que vous êtes un homme cultivé et très construit intellectuellement. Donc votre idée, c'est la théorie du ruissellement. Si les riches sont très riches, alors il va tomber des miettes de plus en plus grosses sur la table du pauvre. Si, c'est ce qu'a dit M. Darmanin pas plus tard que tout à l'heure. Et c'est ce qu'on entend tout le temps dire. Non, les gens ne demandent pas l'aumône, ils veulent vivre dignement de leur salaire. Et je vais vous dire... Et c'est bien pour ça qu'on va augmenter leur pouvoir d'achat. Mais je vais terminer sur une phrase. Quand bien même le ruissellement serait-il une théorie qui fonctionne. Ça n'a jamais marché nulle part. Mais quand bien même ça serait le cas, eh bien c'est indigne d'une république comme la nôtre. Parce que nous sommes une république d'égaux. Et nous ne demandons pas l'aumône aux puissants. Nous demandons notre dû tous autant que nous sommes. Réponse. J'entends votre remarque, monsieur Mélenchon. Je voudrais vous faire un certain nombre d'observations. D'abord, si la situation était bonne dans le pays, ça se saurait. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'une situation où tout irait bien et où ce que nous nous apprêtons à faire et ce que nous allons faire après avoir obtenu pour ce faire un mandat du peuple, détruirait cette situation. Nous partons d'une situation où la France va mal. On peut s'entendre sur ce constat.
La France, elle va mal. C'est clair. Ça fait longtemps qu'il y a du chômage de masse. Sarkozy et Hollande ont fait ce qu'il fallait Monsieur pour Mélenchon. ça. Oui. Monsieur Mélenchon. Bah, moi, vous vouliez défendre, mais pas ça moi. fait longtemps qu'il y a un chômage de masse en France. Et c'est une caractéristique, reconnaissez-le, de notre société, de notre économie. Beaucoup d'autres économies qui ne sont pas moins démocratiques que nous, qui ne sont pas moins attachées aux droits sociaux, ont réussi, par un certain nombre de mesures, à faire en sorte que cette caractéristique française, qui, à mon avis, mine le tissu social, ne soit pas aussi vivante chez eux. La pauvreté, elle existe en France, elle existe ailleurs, elle existe en France. Notre objectif, c'est quoi? C'est de réparer le pays. Et pour réparer le pays, ben oui, on veut réparer le pays. On veut faire en sorte de le faire repartir. De le faire repartir, c'est-à-dire de créer de la croissance, c'est-à-dire de faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui sont les actifs. Vous avez dit, de ceux qui sont les actifs. Ouais, ouais. Les actifs, ils vont avoir une augmentation de pouvoir d'achat. D'accompagner par... les salaires. Eh ben alors déjà, c'est des fonctionnaires, non? Mais ils n'auront pas de perte de pouvoir d'achat, ils auront même une augmentation moyenne de leur pouvoir d'achat au cours de l'année 2018. Vous me permettez, pour rester sur le fond intellectuel de l'affaire, vous dites ça fait longtemps que ça dure. Moi, j'en suis d'accord avec vous. Mais justement, je voudrais vous faire remarquer que ça fait longtemps que ça dure parce qu'on emploie la même méthode depuis plus de 25 ans. Et vous proposez une autre méthode, et nous aussi. Mais ce n'est pas la même. Ça, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est une méthode exactement opposée. Mais nous ne voulons pas faire ce qui a été fait jusqu'à présent. Ben, en attendant, pardon de vous le dire, mais une nouvelle fois, quand même, vous inventez. Vous allez réduire le périmètre de l'État et de son intervention dans l'économie. C'est une erreur. Je vous dis, monsieur Philippe, vous allez voir. Parce que les petits coups de rabot par-ci par-là, les pays qu'on bloque, les retraites qui ne progressent pas, les 11 € qu'on prend là, les gens qui vont être moins payés. Pardon, monsieur Philippe, je vais vous dire, en Espagne, ils ont appliqué ce système qui est aujourd'hui en vigueur en France. Par exemple, dans la restauration, ça a donné la liberté de discuter au plus près du terrain, blablabla, contre la loi. Ça a donné 10% de baisse des salaires. Ce que vous allez faire, c'est tuer le moteur de la consommation populaire. Parce que, voyez-vous, les gens qui ont peu, eh bien, ils dépensent tout. Pas parce qu'ils sont dépensiers, mais pour vivre. Je vous demande de comprendre que vous ne pouvez plus dire, comme on l'a entendu pendant 20 ans, demain, ça va aller mieux parce qu'on aura assaini l'économie, etc. Vous avez entendu quelqu'un tout à l'heure, M. Breton, il est venu vous chercher pouille sur une dette à laquelle vous ne pouvez rien. Mais écoutez, quand même, vous êtes formidables tous les deux. Vous discutez et il n'y en a pas un des deux qui vient dire que la fraude fiscale nous enlève 85 milliards par an, c'est-à-dire presque 2 fois le montant de ce qu'on paye pour la dette. Je pensais. Deuxièmement, vous avez une réponse tout à fait rationnelle. Mais où avez-vous vu que je ne considère pas que la fraude fiscale est un problème? Je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est un problème, il faut lutter. C'est plus qu'un problème, donc il faut y aller. Mais ça doit faire partie des mesures. Mais comme tous les gens qui ne respectent pas la loi. C'est quelque chose que l'on répond à M. Breton. Comme tous les gens qui ne respectent pas la loi. Ça ne coûte rien de venir ici et de dire on est endetté pour 2000 milliards, il faut en faire plus. Ah oui, ou quoi? Monsieur Philippe, le problème que nous avons dans toute l'Europe, avec cette politique de resserrement partout de la puissance publique. Parce que quand vous me dites que les chiffres sont meilleurs du chômage, ben si c'est pour faire des jobs à 1 € comme en Allemagne, merci, on n'en veut pas en France. Parce qu'arriver à 4% de chômage à ce tarif-là, non, ce n'est pas sérieux. Systématiquement, quand vous parlez de l'Allemagne, M. Mélenchon, c'est un désastre. Plus et rembourser plus vite la dette. Moi, j'aimerais qu'on soit dans la situation de l'économie allemande. Je préférais qu'on n'ait que 60% de notre dette publique plutôt que 98%. Je préférais qu'il y ait moins de chômage en France parce qu'il y en a... Pas à ce prix-là. 13 millions de pauvres. Vous êtes en vérité, et même si ça va vous surprendre, vous êtes un peu conservateur. Oh, mais moi, j'en suis pas dérangé, vous savez, je suis pour que les gens vivent dignement. Moi aussi. Je suis pour conserver la sécurité sociale. Moi aussi. Je suis pour conserver la santé quand on l'a. Moi aussi. Donc je suis pas gêné, moi, c'est pas les mots qui me font peur. C'est une situation dans laquelle la France est en train de se défaire sous nos yeux. Et en ce moment, vous attaquez l'os, Monsieur Philippe, parce que vous êtes le suivant, dans toute une série de gens qui... C'est là que je vous arrête, Monsieur Mélenchon. Nous ne faisons pas... Allez-y, Édouard, je vous arrête, Monsieur Mélenchon. Nous faisons le constat ensemble que la France va mal. Vous avez des méthodes qui ne sont pas les miennes pour la réparer. Et accessoirement, d'ailleurs... Alors vous viendrez dans mon émission pour m'expliquer pourquoi elles ne sont pas bonnes. C'est bientôt votre émission. C'est pas vous qui choisissez. C'est bientôt. Bientôt, ça. Mais c'est pas vous qui choisissez, c'est pas moi qui ai choisi. Alors moi, si on m'invite, vous savez. Mais moi, je vous invite. Ce sera avec plaisir. Bon, vous entendez la critique. Surtout que là, déjà, la critique et le coup d'état social, puisque c'est les mots que vous avez employés. Non, j'accepte pas cette idée. Pourquoi vous n'acceptez pas? J'accepte pas ce mot. Monsieur, vous avez tout à l'heure cité un article que j'ai écrit sur Monsieur Mélenchon. C'était il y a bien longtemps. On s'était jamais rencontrés à cette époque. Alors vous étiez jamais rencontrés. Vous squattiez mon bureau. Voilà. Parce que ce qu'il faut dire aux... très longtemps. Racontez. Attends, on va quand même dire aux spectateurs, aux téléspectateurs, c'est bien, comme histoire. C'est que Édouard Philippe a révisé l'ENA dans votre bureau de sénateur. Mais il n'était pas là. Ah bah non.
Non, mais parce écoutez, que vous c'est très étiez simple, ami pardon. avec son Oui, assistant oui, parlementaire, Il se Jérôme trouve, Gued. il se trouve Non, mais que M. voilà ce Mélenchon que- était sénateur pour quand moi venir j'étais au- étudiant et que j'ai travaillé, parce que j'avais besoin d'un bureau pour préparer mes concours, avec son assistant parlementaire de l'époque, Voilà. qui a fait une belle carrière ensuite. Bon. Qui n'est d'ailleurs pas non plus Bien, on va d'accord avec revenir moi au- parce qu'il est socialiste. L'anecdote au est point. savoureuse, mais la France souffre, Mais dirait voilà, mais monsieur Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon. On mais s'est monsieur expliqué, Mélenchon, je ne sais pas monsieur si on a pu Mélenchon, convaincre l'un mais ou monsieur l'autre, peu Mélenchon, importe. Est-ce que je peux passer au thème Au suivant? CETA. Ah bah Allez, voilà, alors moi je peux on y parler. va. Non, je vous en prie, monsieur Philippe, allez-y. Non, j'insiste là-dessus. Vous êtes un. Je vous classe volontiers. C'est pas à moi de le faire d'ailleurs. Vous êtes un républicain. Je le crois. Un républicain, pas au sens parti politique, un républicain. Ça n'aurait trompé personne. Mais vous êtes un républicain. Je le crois profondément. Jusqu'au bout. Et je le crois profondément. Et c'est pour ça, parce que c'est toujours exigeant d'être un républicain, que parfois je suis déçu. Je suis certain que parfois je vous déçois. Mais je dois dire, monsieur Mélenchon, que parfois vous me décevez. Moi, je vous trouve. Je suis dans déçu. votre rôle. Non, mais je suis déçu quand un républicain comme vous ne fait pas le choix explicite au moment de l'élection présidentielle de dire, et je vous le dis d'autant plus volontiers que j'ai été choqué par l'attitude de mon propre parti, qui n'a pas voulu appeler à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le C'est Pen. pas ce que j'ai fait, hein. Si, je crois, monsieur Ah Mélenchon. ben, vous suivez mal alors. Non, j'essaie d'être attentif. Oui. alors, Et pas quand assez. il s'agit de vous, je suis vous non reste, seulement attentif, ah mais ben, exigeant. je vous remercie beaucoup d'être attentif à moi, mais il faut être très attentif. Le soir du résultat, j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une seule voix pour Madame Le Pen. Alors attendez, sachant qu'il n'y a que 2 candidats, que c'est pas Monsieur moi qui les ai Mélenchon. choisis, je dis qu'il ne faut pas voter pour Monsieur l'autre. Mélenchon, monsieur pour qui Mélenchon. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Monsieur Mélenchon, la République, c'est Pardon, sérieux. monsieur Philippe. La clarté des choix, J'ai c'est fait. sérieux. Oui, Vous le c'est savez. très clair quand on dit pas une Ne voix. riez pas là-dessus. Non, Enfin, je veux dire, ne ris pardon. pas. C'est Je- des sujets sérieux. Vraiment. Oui, merci. Je Oui, termine vous pouvez. ou pas? Bon. Non, mais vous ne me prendrez pas en défaut de lutte contre le Front National et les fascistes dans toutes les J'ai pas dit Écoutez-moi ça. bien. J'ai dit que À j'aurais cet préféré une instant-là, plus grande oui, clarté. mais vous auriez préféré, mais c'est moi qui fixe ma politique, c'est pas vous. C'est- Et moi, je savais qu'à ce Je n'ai pas moment-là, cette ambition. j'ai dit il ne faut pas voter pour Madame Le Pen. Parce que, oui, je ne voulais pas dire et ne pas entendre après ce qu'on vient d'entendre par un certain nombre de vos amis qui disent mais vous étiez d'accord avec tout ça, la preuve, vous avez voté pour Monsieur Macron. Moi, j'ai dit on ne vote pas pour Madame Le Pen. Chacun avait ensuite à savoir ce qu'il faisait. Certains n'ont pas voté du tout. Certains ont voté pour M. Macron, d'autres ont voté blanc. Mais personne n'a voté pour Le Pen autour de moi, et j'en suis très fier. Et la deuxième raison pour laquelle parfois, pas toujours, mais parfois vous Mais me vos décevez- déceptions à mon égard ne vont pas remplir toute la soirée quand même, non? Je ne vais pas vous épouser, moi, cher monsieur. Non, non, Je cherche pas à vous séduire. Je vous le confirme. En C'est quoi quand il vous déçoit C'est quand également vous parlez de coup d'État social, Oui. je m'inscris en faux contre cette Je expression, comprends. qui est une expression qui est tirée d'un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire démocratique, alors que dans cette affaire, nous sommes au contraire parfaitement dans le Réponse respect rapide et de la puis le démocratie et même Ah ouais, dans la mais- Sinon, vous ne le confiance ferez pas. et dans la confiance au dialogue. D'accord. Alors. Eh bien, écoutez, je ne suis pas le premier à utiliser une expression de cette nature dans une polémique. Il y a le fameux coup d'État permanent de François Mitterrand. Je Je comprends que ce soit un modèle. C'est la vie. Mais- Ce que j'ai voulu dire, et que je répète, c'est que lorsque on change un siècle et demi de lutte sociale et de compromis sociaux dans le pays, parce Mais que vous c'est savez ça que ça le n'est code pas du vrai. travail, et qu'on s'adresse à des parlementaires en leur disant, de toute façon, vous avez prévenu, voilà, vous avez 3 feuilles avec 7 chapitres, hein, et c'est oui ou non, parce que c'est ça qu'on a fait, Mais non. et qu'on ne peut pas toucher ni une virgule, ni un mot sur des choses aussi importantes que les régimes indemnitaires, le niveau de la paye, la durée des congés de maternité. Rien. On ne peut parler de rien, sauf oui ou non. J'appelle ça un coup de force. Et je dis un coup d'État social, parce que c'est l'État qui assume ça. Et vous savez très bien que la partie n'est pas finie, parce que je ne sais pas quand vous allez présenter le texte, peut-être au mois de novembre, nous dit-on, le texte doit revenir. Hein. Les ordonnances, c'est toujours pas une loi, monsieur Philippe. Et j'aime mieux vous dire que nous allons en défendre chaque page. Puis-je passer au sujet suivant ? Oui. Puis-je répondre Vous au répondez, sujet actuel voilà, il répond Moi, je ne crois brièvement pas et du vous passez tout. au Je sujet. ne crois pas du tout à ce que vous dites sur le coup d'État social, Monsieur Mélenchon. Je ne le crois pas du tout. Vous renversez la hiérarchie des normes, Pas mais du c'est tout. pas un coup. Pas du tout. Mais enfin, écoutez, Mais non, pas du tout, ça va, Monsieur quoi. Mélenchon. Assumez, enfin. Mais j'assume parfaitement. Vous savez depuis quand on peut faire des accords dérogatoires à la loi, Monsieur Depuis Mélenchon? toujours. Depuis 1982. Depuis- C'est pas moi qui les ai fait en 1982. Non, mais vous étiez plus proche de ceux qui les ont fait que moi. cette grosse blague. C'est pas Écoutez-moi. une grosse blague, c'est les lois Nous Rose, ça pouvons permet faire- des accords écoutez-moi, monsieur dérogatoires. Philippe, nous pouvons déroger au texte de la loi depuis toujours, simplement
pour déroger au texte de la loi, il faut que la dérogation soit meilleure que la loi. C'est pas vrai. Ça s'appelle le principe C'est de pas vrai. faveur. Mais je sais Oui, bien bah que ça moi, s'appelle je le sais ce que principe je de dis. faveur, mais Et depuis c'est là-dessus qu'est 1982, construit. on peut faire des accords Non. différents. Bien Vous sûr ne que pouvez si. pas toucher à l'ensemble des domaines que vous avez dorénavant abandonnés à l'encan de la négociation la dans loi l'entreprise. reste, la loi Vous reste avez le renversé socle la de- hiérarchie Ça des n'est pas normes, vrai. et comme vous Mais ça avez n'est pas peur, vrai. vous n'osez pas le reconnaître. Mais d'abord, je n'ai peur de rien. Oh, exagérez À part pas, de la mort, quand même. peut-être. Parce que ni le soleil À ni part la de mort la ne mort, peuvent oui. se regarder Oui. fixement. Même pas des souris. Bien, on va passer au CETA. Vous savez ça. On va Mais passer au ça CETA, n'est pas vrai. monsieur Pardon, Philippe. mais on a un vrai désaccord de fond. C'est pas un La désaccord, loi, c'est des faits. mais pas du tout. Pas du tout. Si La j'ai loi tort, on va le continue. voir. La loi continue à fixer l'ordre public en matière de droit du travail. Et vous Mais le savez le parfaitement. principe de Et vous faveur savez est-il très bien. oui ou non retourné. Et vous savez très bien Non, mais que monsieur toute une Philippe. série d'accords ne pourront pas aller contre ce qui est dans l'ordre Monsieur public Philippe, défini par la nous loi. avions Mais vous le le savez, mais régime du dites-le. travail le plus... Écoutez-moi. Reconnaissez-le. Mais nous avions le régime du principe de faveur et d'extension à tous les salariés d'un accord le plus favorable d'Europe. C'est la raison pour laquelle, quoique nous ayons moins de syndiqués, nous avons plus de monde sous convention collective en France. C'est ça le régime de la République Pourquoi est-ce que vous sociale avez en peur France. du dialogue Et social c'est ça que vous avez renversé. Pourquoi est-ce que vous avez peur du dialogue social dans la branche ou dans Mais l'entreprise? personne n'a peur du dialogue social. Qu'est-ce que vous racontez? Bah, La branche, vous c'est la donnez le branche. sen- vous donnez le Elle n'a pas sentiment le dernier d'avoir mot peur. quand l'entreprise est contre l'accord de branche. C'est écrit dans le texte. Vous n'avez qu'à le lire. C'est vous qui l'avez écrit. Bien, Mais quand messieurs. la Alors, branche par décide conséquent, que c'en est le cas. Mais l'accord de branche ne s'impose pas à l'entreprise quand elle n'en est pas d'accord. Et quand bien même ce serait, Pas dans tous les écoutez-moi, domaines, et vous le savez très peut-être- bien. peut-être bien. Vous étiez Mais- sur le point de l'admettre. Non, non, je vous en prie, pas de ruse. C'est pas une La ruse. loi, monsieur, On parle l'accord d'un de sujet branche. sérieux. Écoutez-moi, monsieur Philippe. Je vous écoute. L'accord de branche, ce n'est pas la loi. Moi, je suis un républicain. Pour Moi moi, aussi. c'est la loi au-dessus de tout le reste. Bien. Et le reste, on peut faire mieux que la loi. Mais monsieur la loi Mélenchon. d'abord, parce Et qu'entre monsieur le Mélenchon. faible et le fort, comme vous le savez, c'est la liberté qui opprime. Et c'est la loi qui protège. L'accordaire, on Monsieur- passe au CETA. Deuxième sujet. On y va. Oui. On y Ah, bah, va, quand si vous vous le voulez, voulez bien. Hein. On est là pour ça. Donc, Allez, oui, hein. je le bois un peu CETA. d'eau, mais Alors, autant le faire. Hein. Bon. Je vais vous parler d'écologie. Je vous ai entendu tout à l'heure. Moi, je ne vous reprocherai pas des conversions tardives. Moi-même, j'ai mis du temps à comprendre de quoi y retourner, parce que l'idéal de gauche, un temps, c'était il fallait développer les forces productives. Mais alors maintenant, ça c'est terminé. Il faut se dépêcher de changer notre mode de production et notre mode de consommation, parce qu'on est en train de s'empoisonner tous, premièrement, et on est en train de détruire la planète. Par conséquent, maintenant, il n'y a pas plus urgent en tant qu'être humain, hein, en tant que civilisation humaine. Et nous, grande puissance, la France. Alors, maintenant, voilà. Si nous sommes d'accord sur ce point, expliquez-moi voir pourquoi vous permettez que l'accord de libre-échange avec le Canada, qui abat nos protections environnementales et nos protections sociales, s'applique. Pourquoi est-ce qu'on accepte une chose pareille? parce... Pourquoi? Ben oui, mais Je vous en c'est prie, ça je vous en qu'on- prie. Allez-y, Premièrement- je vous répondrai. Oui, Pardon. je vais vous donner mon point de vue. Premièrement. Deuxièmement, les multinationales, grâce à cet accord, vont avoir dorénavant le droit d'ester contre les États dans des tribunaux d'arbitrage. Ça n'est pas vrai. Si, monsieur, c'est vrai. Ça n'est pas vrai. C'est la partie qui ne s'applique pas encore, mais qui va s'appliquer quand tout le Qui monde ne aura seront accepté pas le des CETA. tribunaux d'arbitrage, car ça n'est pas vrai. Pardon, C'est vous qui avez tort. on va Ah ben ça On c'est va en clair. discuter. C'est un tribunal d'arbitrage qui n'est pas la On va- version TAFTA, mais c'est une autre version, et c'est exactement la même Et ce chose. sont les États Alors, Ça qui veut nomment dire les que les juges. C'est un ordre non, de juridiction. monsieur Philippe, Ah. les multinationales ne viendront pas se présenter dans un pays Ça- et ne répondront pas de leurs actes dans un Ça pays n'est- donné, dans la loi du pays donné. C'est pas Autrement vrai dit, ce que dit notre Jean-Luc législation Mélenchon. vous C'est pas n'existe vrai ce que plus. dit Jean-Luc Mélenchon, Vous êtes que les une grande- multinationales, Vous êtes une la loi grande- ne s'appliquera pas aux multinationales, Vous êtes- répondez. D'abord, bien sûr que si, la loi s'appliquera aux multinationales, la loi a vocation à s'appliquer partout. Ce que je dis, Eh ben et non, ce que, justement, il y a même et ce une que commission M. de l'ONU Mélenchon, pour ça, alors, ce que voyez. M. Mélenchon sait, c'est que l'instrument qui permettra de trancher les litiges dans le cadre de l'application de cet accord entrera en vigueur, vous l'avez dit, lorsque la ratification nationale aura été prononcée. Dans la phase transitoire, il n'est pas en vigueur, cet instrument, vous le savez. Le tribunal d'arbitrage. Vous le- Mais tout le reste, Vous oui. le savez. Depuis le Je 21 parle, septembre. je parle On est bien de d'accord. l'organe juridictionnel qui permettra de trancher Voilà. les litiges. Mais tout le reste s'applique. Pourquoi vous avez laissé faire ça? Mais vous savez qu'il a été ratifié, ce traité, Par le Parlement européen. par le Parlement européen. Tous les députés français, ou presque, ont Certes, voté contre. mais le Parlement européen, vous le connaissez mieux que moi, vous y avez siégé, Oui, mais bien il sûr. existe, il a On sa n'est pas un État légitimité. fédéral, nous, Je n'ai pas dit qu'on nous était sommes un une État nation. fédéral, mais Nous le avons le droit droit, de dire que nous ne voulons pas que ça s'applique. mais on aura peut-être le droit de le dire. Ah, vous allez le faire? Vous allez le faire? Ben, évidemment, il faudra présenter à la ratification le traité. Ça viendra après Donc, qu'on aura quand mis le- en place Ah, l'ensemble des... parfait. Non, mais écoutez, alors je vous félicite. Après, La France va refuser
l'accord de libre-échange avec le Canada. C'est bon, je vous félicite. C'est ce que vous avez dit, monsieur Philippe. Je suis C'est d'accord. pas du tout ce que j'ai dit. Alors, c'est pas attendez, du tout j'ai ce une qu'il a autre idée. Mais je suis sûr ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Non, suis- c'est pas ce qu'il a dit. Ah, moi, j'ai vraiment Écoute, mal compris, alors. Et c'est curieux, comme sur un sujet sérieux, et alors que vous voyez bien qu'il mérite d'être discuté sérieusement, vous essayez de biaiser. Mais Il en faut quoi pas, je biaise? C'est moi qui pose le sujet. il faut pas biaiser. biaiser sur ce sujet. qu'est-ce Le que vous allez Parlement faire sur le européen s'est CETA? prononcé et a ratifié. Il est démocratique, le Parlement européen. Ou alors, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que autant de députés français y ont siégé pendant aussi longtemps. Ça arrive des fois qu'on siège dans des assemblées qui ne sont pas démocratiques. C'est la Oui, mais enfin, en démocratie. l'occurrence, le Parlement Allez-y. le Parlement européen. Donc, le est un Parlement élément- européen- Il a ratifié. Il y a donc une entrée en vigueur transitoire de ce traité. C'est le droit. Transitoire. Transitoire. Alors, Et vous, il y aura gouvernement le français, vous allez vous y opposer ou Et pas? il y aura le moment venu, comme dans toutes les procédures nationales, une ratification par le Parlement français. Ou référendum. Mais préférez le Parlement. Bah, vous savez, en général, en France, on passe beaucoup par le Parlement. Enfin, vous êtes parlementaire, oui, vous n'allez non, pas mais avoir honte du Parlement Pourquoi pas, français, quand pourquoi même. pas, pourquoi pas, Moi, pourquoi ça me pas. gênerait. Moi, j'ai été Oui. parlementaire Alors, 5 ans, c'est pas très longtemps. Comme le temps presse, Enfin, quand même. voyez, vous avez J'assume. demandé un décompte, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais- On approche des 20 minutes de débat. On approche peut-être des 20 minutes de débat, Et- mais il y a encore plein de choses à dire sur Mais- le Et CETA. oui. Et moi, j'ai encore une question à vous poser. Mais peut-être Et vous ne que parlez c'est pas de trop l'Europe. tard. On ne va pas parler de l'Europe. Si, ben vous allez nous en Avec parler. le grand- Mais je voudrais demander à monsieur, juste pour que l'émission aussi apporte une info, monsieur Hulot a dit que vous allez fermer 17 ou 19 réacteurs nucléaires avant la fin du quinquennat. Non. Alors, je voudrais savoir à quel moment vous allez vous y mettre, parce que pour arrêter un nombre aussi important de centrales nucléaires, il faut commencer à préparer les crédits pour démanteler et pour fabriquer de l'énergie d'une autre manière. Il y a une loi, monsieur Mélenchon, en la matière. Et il y a des objectifs qui ont été rappelés par le président de la République. D'ailleurs, cette loi, je ne l'ai pas votée. Mais c'est la loi. Donc je l'applique. Qui fixe une diminution de la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité en France. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 70%, 72%. Et l'objectif, c'est de ramener cette part, pas de la faire disparaître, de la ramener progressivement à 50% C'est pas une bonne idée. à l'horizon 2025. C'est pas une bonne idée du tout. Vous Ben pensez non. qu'il faut arrêter tout de suite? Attendez, tout de suite, non, je suis pas fou. Ah. Il faut décider qu'on arrête. Et on prend les mesures pour arrêter, les mesures techniques et autres. Parce Vous que êtes pas quand d'accord vous dites avec cette diminuer position, la part monsieur à Mélenchon. 50%, Enfin, c'est la position sur monsieur laquelle- Philippe, si la Monsieur production Mélenchon, d'énergie C'est la augmente, position qui a été formulée par le président de la République. Il a été élu, pas moi. donc monsieur Hulot, Pas vous non plus, non. Il a menti. Non, on descend à 50% à l'horizon 2025. D'ailleurs, Ah, 2025. mais il a parlé de tout le monde fermer est- 17 réacteurs, pas de descendre à 50%. Bah, pour descendre à 50%, il faudra fermer des réacteurs. Ah bon Et d'ailleurs, tout le monde sait. Bon, je le note. Il faut supprimer 17 réacteurs Non, pour ça n'est descendre pas à ce que j'ai 50%. dit. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Et- Ah bon C'est combien de Vous le savez réacteurs très alors bien. qu'il va falloir On fermer? fermera un certain nombre de Combien réacteurs. C'est pas moi qui déciderai combien on en fermera, mais on en fermera. Et pour une raison très simple, c'est qu'on arrive à la 4e décennie d'un certain nombre. Et oui, Ben c'est voilà. pour ça qu'il est Et question donc, d'en un fermer jour, 17. et donc, un jour, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est un organisme indépendant, dira cette centrale nucléaire, ce réacteur, ces deux réacteurs Et dans vous cette allez centrale attendre nucléaire. qu'ils le disent. Pourquoi vous ne vous préparez pas avant? Mais parce que tant qu'on peut utiliser cette énergie pour produire de l'électricité, Ça devient de plus en plus dangereux, non? Vous ne Non. trouvez pas? non, Ah non, ah bon, non, parce tant que mieux, l'ASN, non. Ben, c'est pas du tout mon avis. Hein. je sais bien que c'est pas du tout votre avis, mais Et c'est plein le de mien. gens, mais moi je vous mets pas en cause vous personnellement, monsieur Philippe. Mais moi, je vous mets pas Je de n'imagine vous. pas que vous aimiez les accidents nucléaires, c'est pas le sujet. Non, mais je nous sommes des confirme. responsables politiques, Oui. nous savons que c'est dangereux, ça nous a bien servi, on a été contents. Mais- Maintenant on sait que c'est dangereux, il faut arrêter. Mais monsieur Mélenchon, il y a plein de choses dangereuses. Oui, La oui, chimie non, mais est ça, comme largement- ça, non, monsieur. Hein. Non, mais la chimie est terriblement Deux problèmes. dangereuse. Oui, mais je suis bien Vous le d'accord savez. avec vous. Et quand Et vous mettez heureusement- le nucléaire et la chimie Et côte à heureusement, on a côte, des ingénieurs extraordinaires, Oui. des techniciens extraordinaires, des Parfait. autorités de contrôle qui font le maximum Oui. pour faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde où, certes, il y a des choses dangereuses, mais dont nous pouvons tirer le plus grand profit. Il faut pas jouer avec Et- ça. mais personne n'a envie de jouer avec ça. Et ah oui, mais c'est Messieurs, pourtant- Non, non, non. Et de malheureusement, l'Europe, avec rien. ça. de l'Europe, regardez le Moi, je veux le juste vous dire chrono. que je suis en désaccord complet avec votre idée de souveraineté européenne qui Ça ne me prendrait la surprend place pas. de la souveraineté nationale. Moi, je crois à ma patrie, vous êtes d'une Moi aussi. naïveté absolue. Pas du tout. En faisant des soi-disant groupes européens, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, bon, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais rappelez-vous bien que vous nous avez servi, pas vous, hein, vos prédécesseurs, le même argument avec la sidérurgie. On devait faire le Airbus de la sidérurgie, Arcelor. On s'est tout fait ramasser par Mittal, et maintenant, il n'y en a plus. Et de la même manière, je trouve inacceptable que tous les grands outils justement de la transition écologique, hein, le train, les éoliennes, toutes ces machines, toutes ces turbines, tout ça est tout passé sous contrôle étranger. Je suis scandalisé. Mais vous Merci. êtes scandalisé, mais ce que j'observe, c'est qu'on a encore, grâce à ça, des géants européens. L'industrie photoélectrique. Pourquoi faire? Attendez. L'industrie photoélectrique, elle était allemande. C'était pas des géants qui la faisaient.
Elle a disparu. Et elle est maintenant chinoise. Messieurs, Donc vous voyez bien que le problème, il est là. Le problème, il est là. On a besoin de gens européens dans la compétition mondiale. C'est parce qu'il n'y a eu aucun protectionnisme mais par vous êtes rapport à contre le libre-échange, vous êtes contre le protectionnisme, vous êtes contre le monde dans lequel on vit. C'est tout à fait à votre honneur. Mais vous avez raison, je suis contre voilà, ce mais monde moi, qui est injuste, je veux faire en sorte qu'il aille mieux, et la vous voulez en planète est en changer. train d'être saccagée. Merci. Moi, je crois qu'on peut construire des choses raisonnables, à échelle raisonnable. Bon, vous pouvez, pensez-vous, qu'on vit bien, toute porte ouverte et toute fenêtre ouverte. Je dis que moi, je veux améliorer le monde dans lequel on vit. Merci Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes un révolutionnaire. Infiniment, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté notre invitation à poser des questions et à interpeller le Premier ministre. Et bien entendu, vous aurez votre émission. Mais ce n'est pas vous qui invitez, enfin, Monsieur Mélenchon. Ça arrive des fois, si. Vous voulez aussi faire respecter l'ordre. Pas ici, Monsieur Mélenchon. Pas ici. À bientôt, avant la fin de l'année, dans votre émission politique. Merci à vous. Et on vous laisse repartir par là-bas. Merci infiniment. Édouard Philippe, il vous reste à passer le test du regard acéré de Nathalie Saint-Cric, qu'on accueille avec Jean-Baptiste Marteau, et le verdict. Ensuite, le sondage. Avez-vous ou non convaincu les Français? C'est le baromètre. Edouard Philippe, bonsoir. Je vais peut-être essayer de m'asseoir. Nathalie va réussir à s'en s'asseoir sortir. et tout ira bien. Alors, j'avais envie de vous dire, en ayant suivi ce débat avec Jean-Luc Mélenchon, mais vous nous l'avez changé. Est-ce que c'est votre flegme ou alors son caractère ce soir? Mais finalement, vous avez fait un peu assaut de courtoisie, même une certaine forme d'entente entre vous, en attendant le prochain rendez-vous. Alors, est-ce que vous considérez que c'est un bon opposant pour vous, voire votre meilleur ennemi? Ou alors, est-ce que vous regrettez d'avoir décapité les partis classiques, la gauche, les républicains? Madame Saint-Cric, cette question est idiote. Pas du tout, pas du tout, mais je ne crois pas qu'elle corresponde à la réalité. Elle n'est pas du tout idiote, mais je ne crois pas du tout qu'elle corresponde à la réalité. D'abord, on ne choisit pas ses opposants dans une démocratie. Non. On ne les choisit pas. Ils apparaissent, ils s'expriment, ils portent des idées, ils sont tous respectables. Pour autant qu'ils respectent le jeu démocratique et républicain, ils sont tous respectables. Voilà. Donc on ne choisit pas ses opposants. Par ailleurs, je ne crois pas du tout qu'on ait décapité, comme vous dites. Enfin, il ne reste plus grand-chose, l'opposition de gauche comme l'opposition chez les Républicains. Oui, c'est une thématique révolutionnaire qui, en général, vous donne des frissons dans le dos. Non, mais est-ce que vous ne regrettez pas? On vit dans un monde violent. On vit dans une société politique qui est souvent violente, souvent très violente. Et je trouve que maîtriser ces expressions, maîtriser ces mots, ne pas donner le sentiment qu'on est parti en guerre, qu'on va décapiter, qu'on va assassiner. Bon, alors, neutraliser temporairement la droite et la gauche. C'est peut-être parce que je suis modéré. Votre roman préféré, c'est Les Dieux ont soif d'Anatole France, où il n'est question que de ça. C'est vrai, mais c'est un roman. 300 pages. Mais c'est un roman. Est-ce que c'est un bon opposant ou est-ce que finalement sa radicalité, c'est pas moi qui l'invente, si ce soir il a été extrêmement cool, pourrait-on dire, les casserolades, c'est lui. Samedi dernier, son discours était particulièrement virulent. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dit, oh mon Dieu, sa radicalité peut être inquiétante si elle prend chez les jeunes, chez les étudiants, chez les fonctionnaires? J'ai dit à M. Mélenchon ce que je pensais d'un certain nombre de choix de ses expressions. Coup d'État social, bon, voilà. Avec M. Mélenchon, on peut se parler, on n'est pas d'accord. Et on est radicalement en désaccord. Il est révolutionnaire. Mais il est en tout cas, républicain, c'est ce comme qu'il vous dit. l'avez dit. Moi, je suis réformiste. Mais on peut, je vous fais observer, il est parlementaire. Il est dans le jeu démocratique. Donc, il est parfaitement naturel qu'un Premier ministre s'exprime avec un parlementaire de l'opposition. Je n'ai aucun problème là-dessus. Autre droite, Nathalie. En revanche, Madame Saint-Cric, en revanche, j'ai beaucoup moins de bienveillance contre ceux qui se placent en dehors du jeu légal, en dehors du jeu démocratique. C'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les positions exprimées par des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Vous faites allusion à qui? Je vais vous en donner un exemple. J'ai un parfait respect pour les gens qui manifestent. Parce que c'est une liberté, que je suis attaché aux libertés. Manifester, c'est normal. Il y a une différence entre la manifestation et la déferlante dans la rue? Non, mais en revanche, je trouve très choquant que la liberté de manifester puisse aller jusqu'à la capacité à bloquer et à interdire la liberté des autres. Donc, je n'ai aucun problème avec les manifestations, mais je suis toujours beaucoup plus critique et beaucoup plus opposé aux logiques de blocage. Alors, deuxième chose, vous donnez un peu l'impression ce soir, pendant ce débat, d'être quelquefois un petit peu désarmé, un petit peu technocrate, un petit peu expert. Quand on vous parle de yacht, quand on vous parle de toute cette symbolique, et face aux passions des gens, on a l'impression que vous avez une réponse d'avion privé ou d'impôt sur la fortune immobilière. Vous dites, j'assume, c'est comme ça, il faut ramener 35 milliards dans le décile. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en faiblesse par rapport aux gens qui agitent les passions ou qui parlent simplement directement au cœur des gens en leur disant vous êtes pauvres, ça se passe pas bien? Est-ce que vous n'avez pas ce côté un peu Alain Juppé, permettez-moi de vous le dire, qui est cadré mais qui manque un peu de
Écoutez, je ne sais pas comment je suis et le regard sur moi-même et l'analyse permanente sur moi-même n'est pas ce qui me passionne le plus dans la vie. Non, Ce mais qui ça m'intéresse, pourrait. non mais voilà, vous me posez la question, je vous réponds. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Je peux vous dire quand même une chose, c'est qu'avant d'être Premier ministre, pendant 6 ans, j'ai été maire du Havre. C'est la plus belle expérience, je ne sais pas comment il faut la qualifier, politique ou professionnelle que j'ai vécue. Formidable. Pourquoi ? Parce que quand on est maire, à la différence d'ailleurs de ce qui se passe quand on est Premier ministre, on est en permanence avec ses concitoyens, discutant avec eux, touchés par ce qu'ils disent, à partager des choses avec eux, à assumer des désaccords, à expliquer systématiquement toute décision, y compris quand elles sont impopulaires. J'assume d'expliquer des décisions impopulaires. mais- Et Est-ce que vous trouvez les mots? Par exemple, on voit qu'Emmanuel écoutez, Macron au va Havre, aller à on a eu le Whirlpool sentiment, mardi à au Havre, Amiens. on a eu le sentiment que je l'ai trouvé. Voilà, je me permets de faire observer, je le dis avec modestie, mais je me permets de faire observer que dans une ville qui est caractérisée par un vote aux élections nationales, très souvent marqué, très à gauche, j'ai été élu au premier tour de l'élection municipale. Pas simplement parce que, comme vous dites, je peux être parfois carré dans mes expressions, mais aussi parce que, je crois, nous avons, avec les habitants de la ville du Havre et avec les électeurs, partagé quelque chose qui était évidemment du ressort de l'humain. D'accord. Alors, il y a une chose sur Mais laquelle... j'insiste là-dessus. J'ai compris. Il y a une chose sur laquelle, et d'ailleurs, Jean-Baptiste Morteau l'a vu sur les réseaux sociaux, à propos de la PMA. Vous n'avez pas été d'une clarté absolue. Écoutez-le. C'est effectivement le thème qui revient le plus dans les commentaires sur les réseaux sociaux ce soir. C'est le mot confus, monsieur le Premier ministre. Regardez ce tweet, par exemple. Comment faire confiance à un homme aussi mouvant dans ses convictions qu'Édouard Philippe sur un sujet comme la PMA, entre ce que vous aviez dit dans votre tribune avec Nathalie Kosciusko-Morizet et la promesse d'Emmanuel Macron. Et ce soir, vous ne répondez pas vraiment à la Alors, question. attendez, moi, je vais C'est pas du tout de la confusion. simplifier les choses. C'est pas de la confusion, C'est pas de la confusion, Attendez, c'est Nathalie, une allez-y. évolution. Je ne sais pas si je suis plus confus que Laurent Wauquiez quand il dit il y a 3 ans jamais le mariage pour tous et qu'aujourd'hui il dit qu'il ne reviendra pas Et sur donc, la ce loi. soir, vous dites Oui, oui, si je suis peut-être. plus confus que lui. Je dis simplement que, comme vous, je pense, et comme beaucoup des téléspectateurs qui, à mon avis, comprennent ça très bien, sur les questions compliquées de droit à mourir dans la dignité, sur les questions d'éthique, je m'interroge. Et je chemine à mon rythme. Et je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de confus en la Non, matière. alors attendez, Voilà. juste pour Pas qu'on du tout. chemine ensemble et que tout le monde Ah, vraiment comprenne, pas. notamment les gens qui nous écoutent, est-ce que vous considérez qu'il y a un droit à l'enfant chez tous les couples, qu'ils soient hétéros ou homosexuels? Un droit à l'enfant? Je ne crois pas qu'il y ait un droit à l'enfant. Je ne crois pas qu'il y ait un droit à l'enfant. Mais je ne pense pas qu'en disant que je ne crois pas qu'il y ait un droit à l'enfant, j'évacue complètement le sujet. Je ne crois pas qu'il y ait un droit à l'enfant, mais je pense qu'on peut se poser la question de savoir si D'accord. des femmes, soit en couple, soit Alors, célibataires, des femmes. peuvent recourir à la PMA. Remboursement ou pas, comme pour tous les couples hétéros, bien sûr, dans ce cas-là. Si la pratique est autorisée, on pourra se poser la question de savoir Aucune si, différenciation. si la pratique est autorisée au terme d'un débat politique, on pourra se poser la question de savoir si c'est remboursé. Mais la vraie question, c'est d'abord de savoir si on autorise la pratique. Alors pourquoi vous ne l'autoriseriez pas? Vous croyez pas? Vous avez, je crois, ce que je crois, c'est totalement secondaire. Vous avez parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron, qui, devant Oui. la Fédération protestante, Oui. et s'adressant à tous les représentants des religions, tout le monde a dit finalement que le politique ne devait pas prendre le pape, être prééminent, dit-il, sur un certain nombre d'événements de la société. La phrase exacte, c'est la politique a une prééminence sur vous, n'a pas une prééminence sur vous, et une loi ne peut pas trancher si la société n'est pas mûre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'y est engagé? Ça veut dire que le politique est à la remorque? Non, non, je crois pas. Ça veut dire que sur ces questions qui sont encore une fois qui sont autrement plus compliquées Oui. que des questions de fiscalité, qui sont vraiment très compliquées, la loi, elle doit venir non pas imposer des choses à la société. Si on attend qu'il soit d'accord, peut-être rien ne se produira. Pardonnez-moi. Regardez, mais non, mais On dit un truc regardez. dans un Non, programme. mais regardez, je vais en prendre un autre exemple. En plus, on est dans un Regardez. pays laïque, donc c'est pas aux autorités religieuses de nous dire. Regardez ça va. le temps si long qu'il a fallu pour traiter la question de l'avortement, traiter la question de la peine de mort par la loi. C'est pas. Il a pris un risque, Mitterrand, en 81. Il n'a pas attendu C'est le pas- temps long, les sondages étaient Mais, contre. Madame Saint-Cric, c'est pas au moment où on a tranché ces questions par la loi que la question se posait. Elle se posait depuis très longtemps. Et la société avait probablement évolué et cheminé. Et au moment où un responsable politique considère que la société a cheminé et que c'est le moment, sur un engagement politique clair, de poser la question. Ce sera quand ce moment pour Si la dans PMA? longtemps. Mais le président de la République a indiqué sur ce sujet qu'il lancerait un débat que j'espère apaisé, c'est-à-dire sérieux, rationnel,
respectueux des différences dans le courant de l'année 2018. Mais pour aboutir à quoi? Pardonnez-moi parce que c'est vrai que vous avez du mal à être précis sur la C'est question. extrêmement précis de C'est-à-dire dire qu'il y aura un débat, public au Parlement en 2018. Mais à l'issue de ce débat, la PMA va se faire ou pas? Je ne vais pas préempter. Parce que c'était une promesse de campagne, Monsieur Philippe. C'était une promesse de campagne. Mais pardon, Madame Salamé, mais si nous ne nous comprenons pas, ça veut dire que nous n'avons pas la même conception de ce qu'est un débat. Vous voyez, un débat, on pose une question, on échange des arguments, on prend une décision. Pour moi, un débat, c'est ça. Le président de la République, avant l'élection présidentielle, a donné sa position. Et il a dit qu'il y aurait ce débat. Et il y aura ce débat. Voilà, il y aura ce débat. Il a dit plus que simplement qu'il y aurait un débat. Il a dit qu'il y aurait la PMA. Il a donné... Mais attendez... Mais pourquoi on est d'accord. Mais comment on tranchera le débat? Pourquoi est-ce qu'on est en train de discuter? On est en train de se couper les cheveux en quatre, pardon pour Monsieur Langlais, alors qu'on est tous d'accord. Mais non, je veux dire, le président de la République a dit clairement ce qu'il en était. Il est favorable à la PMA pour les femmes seules. Favorable à la PMA... non, attendez, vous dites que je suis confus, je vais te faire maintenant. Qui est-ce qui tranchera si le débat est... À la fin, vous savez, il y a un débat parlementaire, il y a une majorité qui s'exprime. C'est comme ça qu'on tranche les lois. Et c'est très sain, et c'est très bien. Trois questions plus politiques. D'abord sur vous. Une question très politique. Vous êtes politiquement où aujourd'hui, Édouard Philippe? Vous êtes un orphelin, sans famille, plus vraiment à LR et pas à LREM? Vous êtes chef du gouvernement et chef de la majorité. Et j'ai accepté la proposition qu'Emmanuel Macron m'a faite une semaine après son élection présidentielle. Et j'ai accepté d'être celui qui participait à la campagne pour donner une majorité parlementaire aux engagements pris par le président de la République. S'il y a quelqu'un qui est clair, c'est moi. Le Premier ministre, selon l'esprit de la Constitution, le Premier ministre qui est donc chef de la majorité parlementaire, est-ce que c'est pas un peu étrange qu'il ne fasse pas partie du parti majoritaire? C'est une question que seuls les journalistes et les journalistes politiques me posent. Je n'ai jamais vu un Français me poser cette question. Jamais. Parce qu'ils savent très bien où je suis. Je suis le chef de la majorité. Parce que je suis le Premier ministre. Mais vous ne répondez pas à ma question, qui est peut-être une question de journaliste politique, mais vous répondez pas. Et parce que j'ai la chance d'avoir une majorité parlementaire en qui j'ai confiance et qui est déterminée à, exactement comme moi, mettre en pratique et mettre en œuvre les engagements qui ont été pris par le président de la République. On va continuer les questions idiotes des journalistes politiques, mais il y en aura eu deux ce soir. Je n'ai pas dit que c'était une question idiote, j'ai dit qu'il n'y a que vous qui me les posiez, c'est pas la même chose. Le type même de question qui révulse Emmanuel Macron qui va changer de chaîne quand il va voir cette question. Il tataline, je ne suis pas sûr qu'il nous regarde. Bon, alors, même en replay. Quand vous voyez Laurent Wauquiez, vous voyez qui est Laurent Wauquiez, vous le connaissez, c'est un républicain qui incarne une droite dure, qui s'apprête à prendre la tête des Républicains et être candidat. Est-ce que vous ne vous dites pas, mon Dieu, l'esprit d'Alain Juppé ou le flambeau d'Alain Juppé que vous représentiez devrait être représenté avec un parti de centre-droit? Est-ce que, une fois, en vous rasant, le matin, vous ne vous dites pas, je devrais porter, en vous rasant pas, je devrais porter cet esprit-là? Ou alors, il y a En Marche, il y a le reste, et puis l'esprit finalement centre-droit, c'est fini. Alors les Français vous le posent peut-être pas. Des gens comme Benoît Paru, ils réfléchissent quand même. Ce sont des gens qui sont... Mais je comprends parfaitement qu'on se pose plein de questions sur les questions partisanes. C'est important, les partis politiques, ça existe. Non, mais c'est une philosophie aussi. C'est pas que partisan, c'est une sorte d'esprit. J'ai été le premier directeur général de l'UMP, que j'ai créé avec Alain Juppé. Donc je ne vais pas vous dire que ça ne m'intéresse pas. Simplement, en ce moment, je suis chef de la majorité et chef du gouvernement. Bien. Et je me consacre à mettre en pratique les engagements qui ont été pris par le président de la République. Donc, les questions d'appartenance partisane, ce n'est pas mon sujet. Vous voyez, ce qui m'importe, c'est que ça avance, c'est que ça marche. Eh bien, on va avancer, tout le monde nous également. On va avancer, Monsieur Philippe, si vous le voulez bien, puisqu'on arrive à présent au terme, à la conclusion de cette première partie de l'émission politique. Est-ce que les Français qui vous ont regardé ce soir vous ont trouvé ou non convaincant? Jean-Baptiste, c'est à vous. Et avant de regarder le sondage qu'on a effectivement mesuré avec Ipsos Tropasteria pendant l'émission, on va regarder quelques réactions sur les réseaux sociaux. On peut dire en tout cas que pour votre premier grand oral, vous qui êtes encore peu connu du grand public, on va le dire, vous avez suscité beaucoup de réactions et plutôt contrastées. Déjà, quand on a demandé à Google quelle était la question la plus posée pendant l'émission, regardez, qui est Édouard Philippe, mais très très loin devant les autres. C'est effectivement assez... J'espère qu'ils ont la réponse ce soir, à l'issue de ces 2 heures. On verra. Les internautes, en tout cas, ils ont relevé 3 moments forts dans l'émission. D'abord, votre comportement, qui a été relevé par plusieurs téléspectateurs, et le mot boxeur, qui revient très souvent, en lien bien sûr avec le sport que vous appréciez. On vous a senti très combatif. Je pratique. Effectivement, il y a eu un pic de réaction en début d'émission, c'est quand vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, avec Google Trends, on l'a assez bien mesuré. Vous avez dit on ne peut pas faire comme si les Français ne s'étaient pas prononcés. Soyons clairs, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va finir par construire cet aéroport? Non, ça veut dire que la mission est en cours et qu'il y a des arguments extrêmement puissants des deux côtés et que la décision sera difficile à prendre et qu'il
il y a une mission d'analyse en ce moment et que je ne veux pas préempter ce que dira cette mission. Voilà, c'est très clair, c'est pas du tout confus. Les décisions, il faut les prendre au moment où on a dit qu'on allait les prendre. Et je ne préempte pas les décisions quand elles ne sont pas instruites autant que j'aimerais qu'elles le soient. Deuxième réaction. Attendez, on fait comme ça dans la vie. C'est ça, la façon de prendre des décisions publiques. On instruit les décisions, on écoute et ensuite on tranche. C'est ça le métier de Premier ministre. Autre sujet qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, c'est votre sujet en immersion avec Guillaume Darey sur les emplois aidés. Regardez ce tweet. On ne peut pas se satisfaire d'un mieux que rien, vous avez dit. Eh bien, du coup, rien, dit Gaël. C'est vrai que parmi les réformes qui ont été lancées depuis que vous êtes à Matignon, c'est la seule qui ne figurait pas, la baisse des emplois aidés, dans le programme d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que, sur cette question, vous prenez un peu les Français par surprise? Non, je ne crois pas qu'on les prend par surprise. En revanche, je suis convaincu qu'il y a un énorme effort de pédagogie et je conçois parfaitement qu'il puisse être amélioré. On doit expliquer les limites de l'instrument, ce qu'on veut faire à la place. Il ne s'agit pas de supprimer les contrats aidés pour dire, voilà, il n'y a rien. Il s'agit de faire en sorte d'investir massivement sur la formation individualisée. Je suis convaincu, mais nous savons, que la formation individualisée, y compris de publics qui sont loin de l'emploi, ça marche mieux que les contrats aidés. Et donc, quand je peux dépenser 100 € et qui sont plus efficacement dépensés que 100 € qui ne sont pas très efficacement dépensés, je préfère. Et donc, nous allons développer massivement la formation. Mais pour l'instant, les Français ne le voient pas. Et c'est pour ça que je suis heureux que vous m'ayez invité, Madame Salamé, et que je suis heureux de pouvoir l'expliquer. Et il faudra, j'en suis convaincu, y revenir, expliquer, réexpliquer, faire de la pédagogie. Il est un peu plus de 23 heures, Jean-Baptiste. C'est le fils d'enseignant qui vous parle. On en vient au sondage. Alors ça, c'est toujours l'un des moments forts, effectivement, et qui résume à lui seul souvent la prestation réussie ou pas d'un invité. Regardez, Édouard Philippe, avez-vous été convaincant? Le sondage a été réalisé en ligne jusqu'au moment de votre débat avec Jean-Luc Mélenchon par Ipsos Soprasteria. 52% des Français qui ont regardé l'émission disent que vous avez été convaincant. Un Français sur deux, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi votre examen ce soir? Je ne sais pas à moi de dire ça. Est-ce que vous êtes content de 52%? Attendez, on n'est pas en examen. On est dans un moment à la fois passionnant et difficile de la vie de notre pays. Pardon, mais ce n'est pas un examen. Je suis désolé de vous le lire comme ça. La question qui se pose, ce n'est pas de savoir si j'ai passé un examen ce soir. Est-ce que vous êtes satisfait de ce 52% qui est plutôt un bon score? Écoutez, tant mieux si c'est un bon score. Je ne sais pas si c'est un bon score. Je vous le dis. Par rapport à l'année dernière, c'est mieux. Et ce qui m'intéresse, plus que ce score que je ne mesure pas bien, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai le sentiment d'expliquer avec clarté ce que nous voulons faire. Parce que c'est indispensable. Justement. Oui, il y a un bémol quand même, Monsieur le Premier ministre. C'est la politique menée par Édouard Philippe est-elle juste? Autre question posée aux internautes qui ont regardé l'émission. Et là, les réponses, elles sont beaucoup plus nuancées. 35% seulement des Français qui ont regardé l'émission pensent que votre politique est juste. Il n'y a que chez les électeurs de La République En Marche que votre politique est juste assez largement. Vous êtes faible chez toutes les autres catégories, notamment chez les Républicains et chez les socialistes. Et dans le même temps, la politique menée par Édouard Philippe est-elle adaptée à la situation du pays? Autre question, là c'est un peu mieux, 44% des Français qui ont regardé l'émission pensent que oui. Est-ce que ces deux chiffres, c'est justement pas votre problème principal, qui est l'injustice, qui se trouve au cœur en tout cas de la perception des téléspectateurs? L'injustice n'est-elle pas votre plus gros problème pour l'instant? Encore une fois, mon sujet, ce n'est pas ces chiffres. Pardon, parce que vous oui, mais c'est ce que pensent les avez... Français, en tout cas, mon sujet, c'est d'abord de transformer la réalité. C'est-à-dire de mettre en œuvre des politiques publiques dont je suis convaincu qu'elles vont améliorer et qu'elles vont permettre de réparer le pays. C'est des politiques publiques sur lesquelles s'est engagé le président de la République. Et ma principale priorité, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure à Mme Saint-Cric qu'avant d'être Premier ministre, j'avais été maire du Havre. Et j'ai beaucoup appris en étant maire du Havre. J'ai beaucoup aimé être maire du Havre, mais j'ai beaucoup appris en étant maire du Havre. Et j'ai appris notamment une chose, c'est que quand vous faites une réforme, quand vous transformez quelque chose, quand vous transformez un quartier, quand vous créez un tramway, quand vous faites quelque chose, vous créez toujours de l'inquiétude, de l'incompréhension et des oppositions. Elles sont légitimes. Il faut les entendre. Il faut expliquer. Et ce que je sais aussi, c'est que quand ce que vous faites produit des résultats, pas tout de suite, mais assez vite, alors le regard change sur ce que vous avez fait. Et tous les maires de France savent ça, tous. C'est-à-dire qu'il faut être clair dans ce que vous exprimez, il faut s'être engagé pendant la campagne sur ce que vous faites, et ensuite il faut assumer ce que vous faites. Si je devais terminer par une proposition, en tout cas par un sentiment, c'est que je pense que les Français préfèrent ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais savoir où il est, Voilà. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que nous allons faire.
Mais tout le monde doit bien saisir que nous sommes déterminés à réparer le pays, que nous voulons faire en sorte que la réalité des Français soit meilleure pour demain et pour leurs enfants. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci. Merci à vous. Édouard Philippe, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté d'être notre première invitée de la saison de l'émission Politique. Merci à tous les deux, Nathalie Saint-Cric et Jean-Baptiste Marteau. Vous restez avec nous, puisque dans quelques secondes, Monsieur le Premier ministre, c'est la nouveauté sur France 2, eh bien, le débat se poursuit. 5 invités prestigieux vont nous rejoindre. Ils vont juger votre prestation. On va parler des 4 premiers mois d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est dans quelques secondes. Le débat continue sur France 2 en direct. Merci, Édouard Philippe, d'avoir été avec nous. Merci à vous.